Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville de Dijon. Alors, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Déjà, c'est un investissement dans lequel on emprunte la totalité du projet immobilier à la banque. On appelle ça aussi faire un prêt à 110%. C'est-à-dire qu'on va emprunter le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. On va donc avoir une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers. Plus ces loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien. J'entends par là la taxe foncière, les charges de copropriété si vous êtes dans un immeuble, l'assurance propriétaire non occupant, les futurs travaux, la vacance locative, éventuellement les frais d'agence, etc., etc. Donc, un bon investisseur arrivera au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux à ses dépenses et une opération nulle en quelque sorte. Et les meilleurs investisseurs, comme nous, on va essayer de chercher donc un bien immobilier qui rapporte du cash flow, c'est-à-dire des revenus supérieurs à nos dépenses. C'est ce qu'on appelle un cash flow positif tous les mois mensuels. Pour y parvenir dans la ville de Dijon, j'ai identifié 6 étapes. Donc la première étape, ce sera l'étude du marché rapide de la ville de Dijon. Ensuite, ça sera l'estimation des loyers pratiqués à Dijon pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché dijonnais pour l'utiliser pour la suite de notre étude. Donc c'est vraiment une étude avec des cas réels, des cas concrets. Ensuite, ça sera une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non on va continuer avec ce bien dans la suite de notre étude. Cinquième étape, ça sera le calcul des mensualités du crédit pour savoir déjà si on est à l'autofinancement, un cash flow négatif ou un cash flow positif. Et la dernière étape, ça sera l'utilisation de mon calculateur personnel de rentabilité et de cash flow dans lequel on va pouvoir vraiment être le plus précis possible en mettant les charges les plus précises également possibles. Ça va nous permettre aussi de faire plusieurs scénarios pour savoir à quel prix acheter au maximum, par exemple pour avoir de l'autofinancement, mais aussi les variations sur le cash flow selon le loyer estimé, les charges, la durée d'emprunt, etc., etc. Allez, on démarre tout de suite par la première étape et l'étude de marché de la ville de Dijon. Alors avant, personnellement, je connais un tout petit peu la ville de Dijon, mais juste en tant que vacancier. Passer un ou deux week-ends à Dijon, je trouve que c'est une magnifique ville, vraiment qui vaut le coup d'être visitée, mais je ne me suis jamais intéressé pour le moment à son marché locatif et s'il était possible de trouver des biens rentables à Dijon. Cependant, je sais que c'est une ville qui fait partie du top 20 en termes de population en France. Donc autant vous dire que tous les types d'exploitation du bien, que ce soit location courte durée, colocation, à mon avis il n'y a pas de problème parce qu'il y a un marché locatif. Il y a du monde qui habite à Dijon, du coup il y a un marché, c'est ça le plus important. Donc je vais survoler en fait les différents points que j'ai l'habitude d'aller un petit peu plus en profondeur dans des villes un peu plus petites. Là, comme je le répète, une grande ville comme Dijon, il n'y a pas de souci, on va survoler les points pour essayer de comprendre ce que j'essaye de chercher, tout simplement. Donc j'aime bien quand même regarder le nombre d'études, le nombre de personnes qui habitent dans une ville. Donc vous pouvez taper Wikipédia Dijon. Donc on apprend qu'il y a quand même 156 000 habitants dans la ville de Dijon. C'est quand même énorme. Hein, on ne pense pas toujours à Dijon comme une grande ville, mais c'est la préfecture de Côte d'Or et c'est le chef-lieu aussi de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez aussi des bâtiments administratifs avec des gens qui y travaillent, c'est encore un plus. Et puis on a une population aire urbaine de 385 000 habitants. C'est énorme. Donc je vais noter tout de suite. Vous pouvez aussi lire la page Wikipédia, hein. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller au début. Vous allez en apprendre énormément en peu de temps sur la ville de Dijon.
Alors, pour ceux qui ne savent pas où se situe Dijon sur la carte de France, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, vous avez vu que c'était dans la région Bourgogne, avec les nouvelles régions, je ne sais plus, mais c'est Bourgogne en tout cas. Alors, vous voyez, on est ici. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est les villes aux alentours. Hein. Et les plus grandes villes aux alentours, il y en a assez peu en fait. Alors il y a des villes un peu plus connues comme Bonn, mais qui ne sont pas très peuplées, comme Besançon également, Vesoul, Chaumont, Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire aussi que ça va concentrer vraiment les étudiants de la région et les jeunes travailleurs de la région. Ça va attirer du monde et ça nous conforte aussi dans l'idée qu'on va avoir du monde pour nos investissements, des futurs locataires. Alors, deuxième point que j'aime bien regarder, c'est le nombre d'étudiants dans une ville. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Premièrement, ce sont les parents qui payent le loyer, donc vous avez un risque d'impayé pratiquement très très faible en fait, comparé à une famille où là le risque d'impayé est un peu plus élevé. Et deuxièmement, ils ont une situation simple, ils savent qu'ils restent là pour 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum, et vous n'entendrez pas parler d'eux en général pendant ces années-là. Donc aussi une tranquillité pour le propriétaire, et ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, j'aime bien regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier pour savoir s'il y a un marché locatif pour de la location courte durée, location saisonnière. Location Airbnb, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les hôtels, s'ils ont décidé de s'installer dans un quartier, c'est qu'ils ont fait une étude avant et une étude concluante, une étude de marché concluante. Donc, plus il y a de concurrence, en fait, plus c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché vraiment dans cette ville ou dans ce quartier. Ensuite, j'aime bien regarder les hôpitaux. Les hôpitaux parce que vous avez deux types de futurs locataires. Vous avez les personnes qui y travaillent, donc là pour des locations plus classiques à l'année. Et vous avez aussi la famille des patients hospitalisés. Donc, la famille va chercher à se loger à proximité de l'hôpital pendant les soins de la personne hospitalisée. Du coup, eux, ils vont chercher pour 3, 4, 10 jours, plutôt en location du coup courte durée. Mais c'est aussi un type de locataire à ne pas oublier. Vous avez aussi les grandes entreprises. Si une entreprise emploie 5, 10, 15, 20% de la population d'une ville, pourquoi pas viser les salariés dans vos locations. Donc s'implanter à côté de l'entreprise pour viser ces salariés-là. Comme dans toutes les grandes villes, les transports en commun sont importants. Donc si on va regarder déjà s'il y a des transports en commun à Dijon, je ne suis pas certain. Ah si, il y a un nouveau tramway, effectivement, Dijon. Effectivement, inauguré en 2012. Ça peut être un point important si on souhaite avoir des jeunes actifs, des étudiants ou même faire de la location Airbnb, pouvoir se déplacer facilement dans la ville, donc être à côté d'un arrêt de tramway. C'est un plus quand même dans une ville. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est quand même de passer du temps physiquement dans la ville. On ne peut pas tout faire à distance, on ne peut pas tout faire grâce à Internet. Prenez du temps, prenez vos soirées pour visiter Dijon, prenez des week-ends pour visiter Dijon, passez du temps dans les différents quartiers, regardez le type de population, regardez les nuisances sonores, regardez l'état du quartier, regardez aussi les projets urbains dans la ville de Dijon. Si on va rénover un quartier, c'est plutôt bon signe. Voilà, par exemple. N'hésitez pas aussi à poser des questions, faites-vous passer pour un futur locataire et posez des questions aux Dijonnais. Je suis sûr que vous allez obtenir énormément d'informations en posant des questions. Demandez comment ça se passe ici, dans ce quartier. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend des choses, c'est en allant sur le terrain. Ok, deuxième étape est l'estimation des loyers pratiqués à Dijon. Alors,
Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre 0 € d'apport et avoir un cash flow positif à la fin du mois. Donc pour y parvenir, il n'y a pas de secret, il va falloir transformer vraiment l'usage d'un bien, c'est-à-dire augmenter ses revenus locatifs, créer de la valeur, créer des mètres cash flow, rentabiliser chaque espace. Et du coup, il n'y a pas 10 000 façons, hein. Une des manières, ça peut être la division. Donc on achète un grand appartement à un prix au mètre carré plus faible et on le divise en 2 studios par exemple, 2 T2, ce qui nous permet de le louer plus cher. Ça peut être agrandir un grand studio, un studio de 30 mètres carrés, créer une chambre supplémentaire et le louer au prix d'un T2. Ça peut être acheter un immeuble de rapport, on bénéficie de l'effet de gros, du coup acheter 5 appartements d'un coup coûte moins cher que 5 fois un appartement. Ça peut être aussi faire de la colocation, où là aussi on va acheter une grande surface à un prix plus bas, et pourtant on va louer chaque chambre séparément et obtenir des loyers plus importants. Moi, ce que je vais utiliser comme mode de location dans cette vidéo et dans cet exemple, ça va être la location courte durée. On va louer à la nuit et du coup on va louer plus cher forcément que si on louait à l'année. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise mode de location, hein. C'est juste que je prends un exemple. On aurait pu faire un exemple avec de la colocation ou un immeuble de rapport, hein. Ça sera à vous après de faire votre étude si vous êtes intéressé par l'investissement à Dijon. Donc pour ça, on va regarder juste les prix pratiqués sur Airbnb à Dijon. Alors moi, je vais vous conseiller de louer à la semaine vos Airbnb, histoire de réduire les coûts de logistique, hein, de déplacement, de remise des clés, de nettoyage, hein. Donc, louer à la semaine, je pense que c'est le meilleur moyen pour réduire ses coûts. Donc, on va aussi rechercher des biens sur une semaine en août. Hop, 2 adultes. Donc, on va chercher des biens de studio T2, hein. Un petit appartement, studio ou T2 donc. Le type de logement par contre, on va essayer de chercher des logements entiers parce que nous on va louer un logement en entier. En tout cas c'est l'objectif dans cette vidéo, hein. Il y a d'autres manières de faire, on pourrait aussi acheter sa résidence principale et louer une partie de son appartement ou de sa maison, hein. Tout est possible. Alors, studio. Donc là, on est à 69 € la nuit. Ah, mais il y a un spa aussi. Balnéo sauna. Bon. Vous voyez, là, c'est un bon exemple. Il a créé de la valeur, hein. Il a créé un spa, donc il va louer plus cher. Moi, je ne pensais pas aller jusqu'à la création d'un spa. Donc, je ne vais pas prendre cette annonce dans mon étude. Ça risquerait de fausser un petit peu mes chiffres, mais c'est une bonne idée. Alors ici, on a un studio, 59 € par nuit. Donc je vais noter. Alors le 59 € par nuit, en fait, comprend aussi les frais de ménage et d'autres taxes de séjour, hein. Voilà, en fait la nuit est à 46 €, mais il y a des frais de service, des taxes de séjour et frais, des frais de ménage, etc. Donc au final, pour le client, ça revient à 59 € la nuit. Alors, studio, je regarde les studios. Studio. Ben, je vais noter directement, hein, 37 € la nuit. €. Après, c'est du 38, 33 et 41 €. Et 41 € la nuit.
Et celui-ci même à 27 €, peut-être un petit peu plus loin, non même pas, on est Dijon de mémoire, à pied ça se faisait très bien aussi, en tout cas le centre-ville. Donc on a même un studio à 27 € la nuit, je vais le noter. Et on va décider ensemble du prix de location à la nuit qu'on va pratiquer nous dans notre Airbnb. Alors, on a des prix allant de 27 à 59 € la nuit. L'objectif, c'est pas de se faire peur et pas de prendre un loyer à la nuit trop élevé, au risque de ne pas pouvoir le louer le jour J. Et donc là, ça serait catastrophique dans nos chiffres, parce que toute notre étude serait faussée. Donc on va partir sur un prix à la nuit raisonnable, et je vois que la moyenne doit tourner autour des 37-40 €. Donc on va partir sur du 40 €. Voilà, 40 €. On va rénover aussi l'appartement, on va créer de la valeur, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à louer à 40 €. Allez, je vais même prendre un peu moins de risque, je vais mettre 37 €. Et on pourra faire une deuxième simulation avec un loyer à 40 € si c'est nécessaire, plus tard dans l'étape 6. Ok, donc on passe à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc pour ça, on va passer sur le site bien ici. J'adore le site bien ici parce qu'on voit l'emplacement des biens à vendre. Comme nous, c'est important pour de la location courte durée, hein, on va chercher quand même d'être à proximité de la gare ou du centre-ville. Comme la gare est à côté du centre-ville, à Dijon, ça ne va pas changer grand-chose. Mais il faut un bon emplacement. On n'a pas envie d'être à Pétaouchnok quand on prend une location saisonnière dans une ville comme Dijon, une ville touristique quand même. Hein. Donc, une ville avec des choses à voir, hein, je veux dire. Donc, on va chercher une surface entre 17 et 25 mètres carrés. Ça va permettre de trier un petit peu les annonces. Voilà, on a déjà plus que 25 biens. Donc clairement, on voit que la gare, elle est ici et que le centre-ville, il est ici, hein, l'hyper-centre-ville même. Donc on a même... alors, on va regarder ce bien-là, par exemple. 77 000 €. Dans une superbe maison. Ça, c'est vrai que ça a dû cacher. Alors moi, je suis pas pour la cuisine en l'état actuel, mais bon. La petite tour a un joli cachet, c'est vrai. On va noter le prix. « 17 mètres carrés. On a un autre bien aussi. Donc regardez aussi les biens les moins chers directement, hein, parce que c'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire. Si vous pouvez déjà avoir un bien qui est en dessous des autres, sélectionnez-le en priorité. Vous allez gagner du temps, ça vous va permettre de filtrer aussi les annonces et voilà, de prioriser certaines annonces. Donc là, on a un appartement qui ne paye pas de mine, hein. Il faudra forcément beaucoup de travaux, ce n'est pas forcément un problème pour nous. On va noter 70 000 €, 19 mètres carrés. Vous voyez, là, on a quand même déjà gagné 7 000 € sans négocier, donc c'est toujours intéressant. Après, on a un bien ici, 58 000 €, un appartement. La cuisine sera à refaire, hein, forcément. Sinon, c'est plutôt propre, hein, les murs sont plutôt propres. Avec cave et bûcher. Il y a même peut-être un petit jardin. On voit qu'en fait, au sol, il y a 18,86 mètres carrés loi Carrez et 23 mètres carrés au total. En fait, on prend dans la loi Carrez tous les mètres carrés avec une hauteur de 1,80 m minimum. Donc si vous avez moins d'1,80 m de plafond, ça ne rentre pas dans la loi Carrez.
Le studio était loué 400 €, d'accord. Nous, de toute façon, on va le louer en location courte durée. Après, il parle de Dijon. Ok. On a accès au parc juste à côté des Jardins des Sciences. Est-ce qu'on a une vue sur le parc? Je ne sais pas. En tout cas, on est vraiment tout près de la gare et tout près du centre-ville. Pour le coup, je connais. Et ah oui, bien ici aussi, ce qui est génial, c'est qu'on peut afficher les lignes de tramway. Donc vous voyez les tramways. Forcément, on est à côté de la gare, donc il y a des tramways pas très loin. Ok, 58 000 €, je vais noter, on est sur 19 mètres carrés Carrez. Et le prix est affiché beaucoup moins cher que ses concurrents. Donc clairement, moi cet appartement me dit bien pour la suite de notre étude. Donc je vais le sélectionner et on va faire la suite de nos calculs avec ce bien. Donc, on va passer à la 4e étape et l'estimation rapide du rendement. Donc on a un coût d'achat de 58 000 €. Des frais de notaire qui vont être aux alentours des 10%, donc 5 500 €. Les travaux, là il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents, pour savoir exactement où on va au niveau budget de travaux. On va faire cependant une estimation pour avancer dans notre étude. Donc moi j'aime bien donner 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des grands travaux. Donc là, moi ce que je vois, ça va être surtout refaire le coin cuisine. Une cuisine style Ikea qui apporte un peu de couleur et qui se dénote un petit peu des offres concurrentes. Parce que là, la plaque chauffante, c'est pas possible. Voilà. J'imagine que la salle de bain, ça va être pareil. Il va falloir la rénover. Donc il faut compter 4 000 € et 4 000 € pour les 2 pièces, ça nous fait 8 000 €, plus 2 000 € pour des travaux communs dans l'appartement. Je pense que ça devrait aller. Peut-être changer les radiateurs, peut-être rajouter des prises, je ne sais pas. Bon. On va partir sur un budget de 10 000 €. Je pense qu'on ne sera pas trop loin de la vérité. Donc le coût total du projet immobilier nous coûterait 73 500. 73 500 et on espère louer 37 € la nuit. On va dire qu'il y a 30 jours dans l'année. Du coup, 37 € x 30. Je suis en train de faire le calcul. Ça nous fait 1110 €. Estimé brut, c'est des loyers bruts. Là, on n'a pas pris en compte les charges d'exploitation, on n'a pas pris en compte la vacance locative qui est bien plus présente en location courte durée qu'en location classique à une famille, vous l'avez compris. Mais c'est pas grave pour la règle des 1%. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce que un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total du projet immobilier. Donc avec 1110 € de loyer brut, on pourrait aller jusqu'à acheter la totalité du bien pour 110 000 € et on respecterait toujours la règle des 1%. Donc là, on explose la règle des 1%. C'est un très bon signe pour avoir du cash flow et une grosse rentabilité. Donc on va passer à l'étape numéro 5 et l'estimation des mensualités du crédit. Donc on reprend le coût total du projet, 73 500 €. Le loyer estimé, on était à 1110 €. Il va falloir enlever 30% pour avoir une estimation des revenus nets. Pourquoi? C'est ce que la banque va appliquer comme barème pour calculer vos revenus nets. Ils savent que vous allez avoir des charges d'exploitation comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les futurs travaux, les frais d'agence, etc. Donc si on enlève 30% à 1110 €, ça nous fait, on enlève donc 330 € et ça nous fait du 780 € si je ne me trompe pas.
Voilà, de tête, hein, calcul de tête, ça doit être ça. Et on va voir combien va nous coûter notre crédit de 73 500 € sur 20 ans. Donc pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. Tout simplement parce qu'elle fait parfaitement le travail et il n'y a pas besoin de plus. Donc, moi, je vais toujours vous conseiller de prendre sur la durée la plus longue pour un investissement locatif. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi vous rapprocher de l'autofinancement et améliorer votre cash flow. Donc, c'est 20 ans en moyenne pour un investissement locatif. Certains arrivent à augmenter la durée du prêt sur 25 ans en faisant des prêts gigognes. Donc, on cumule deux prêts. Par exemple, on cumule un prêt de 10 ans plus un prêt de 15 ans. Ça se configure, j'ai envie de dire, au début de l'investissement. Bon, nous, on est sur une petite somme, 20 ans, ça me paraît très bien. Le taux d'intérêt, par contre, il ne va pas falloir espérer le meilleur taux. On va emprunter la totalité du projet. Donc, la banque va demander des contreparties en échange. Hein. C'est donnant-donnant aussi. Nous, l'objectif, c'est vraiment de se faire financer à 110%. C'est notre objectif numéro 1. Donc, ne chipotez pas sur le prêt. Le taux du prêt, si vous obtenez 1,8, ça sera très bien. Par contre, pour le taux d'assurance, là, vous pouvez avoir mieux. Au pire, vous faites une délégation d'assurance et vous allez voir ailleurs pour choisir l'assurance du prêt. Mais en général, ça sera dans les 0,1%. Moi, c'est ce que j'ai obtenu. J'ai même obtenu un peu moins. Donc, on a des mensualités de 371 €. Et là, c'est simple, c'est est-ce que les loyers nets sont supérieurs aux mensualités? Et là, avec 780 € estimés nets et 370 € de loyer, enfin de mensualité à rembourser, on est à 400 € positif. Donc là, c'est un cash flow de plus 400 €. C'est vraiment le type d'opération qu'on recherche quand on est un investisseur rentable. Pourquoi? Ça permet d'emprunter avec 0 € d'apport. Donc vous avez un bien de combien était le bien? De 58 000 € qui va arriver dans votre patrimoine dans 20 ans. Plus vous avez des revenus supplémentaires tous les mois. Ce qui veut dire aussi que vous allez pouvoir réinvestir par la suite et acheter un deuxième appartement, un troisième, un quatrième, etc., etc. Alors je vais mettre des bémols parce qu'on a fait juste moins 30% sur les loyers bruts. Alors que dans la location courte durée, on va avoir un peu plus de charges, hein, rien que par la vacance locative et les frais d'agence qui sont plus élevés. Alors on va passer tout de suite à l'étape suivante et l'étape 6, dans laquelle on va pouvoir vraiment rassembler toutes les informations concernant le bien. Alors on va reprendre le prix du bien, 58 000 €, 23 mètres carrés, enfin c'était 19 mètres carrés en fait. 58 000 €. Ouais, c'est ça. Les prix des travaux, on était parti sur 10 000 € de travaux à faire confirmer par les artisans. Les frais de notaire, donc, c'est calculé automatiquement dans mon fichier Excel. Vous pouvez aussi aller sur le site des notaires.fr pour avoir le montant exact. Les frais bancaires, on n'avait pas pris en compte, mais la banque va vous demander des frais de dossier. Essayez de les négocier à 0 €, mais bon, si vous n'y arrivez pas, j'ai au moins provisionné déjà 500 €. Alors, dans la location courte durée, il y a aussi le coût du mobilier. Ça, on n'avait pas pris en compte également. Oui, on va louer meublé, hein, forcément. Premier avantage, c'est automatique, j'ai envie de dire, dans une location courte durée. On n'a pas envie que les gens arrivent avec leur lit et leur frigo. Mais ça va surtout être pour l'aspect fiscalité. On en reparlera tout de suite, mais la location meublée apporte des grands avantages. Donc pour meubler un petit studio, il me semble que pour 2000 €, il n'y a pas de problème. Après, c'est aussi l'occasion de faire un effort sur la décoration, hein, pour attirer vraiment les futurs locataires. Surtout en location courte durée où
les photos sont très importantes, comme les commentaires d'ailleurs, mais les photos sont vraiment très importantes. Donc il ne faudrait pas hésiter à rajouter même 1000 € pour avoir une déco vraiment sympa qui sort un petit peu des autres décos qu'on peut voir sur Airbnb, ou en tout cas qui attire le locataire. Donc c'est pas le poste de dépense où il faut être radin, j'ai envie de dire, hein, parce que ces euros-là vont être très vite rentabilisés si vous louez plus de nuits. Donc au final, le coût total du projet est un peu plus supérieur à ce qu'on avait calculé dans les étapes précédentes. C'est pas grave. Alors la partie financement, ça c'est les mêmes chiffres qu'à l'étape 5. Donc je passe tout de suite à la partie fiscalité où je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Donc ça dépend de votre TMI, de votre tranche marginale d'imposition. Celle-ci est définie par rapport à vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous passez de tranches, plus vous montez de tranches. Donc les tranches les plus connues sont celles à 14, 30 et 40%. Prenons un exemple, si vous êtes à 30%, ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à 30%. Plus, il va falloir rajouter les prélèvements sociaux, qui est de 17,2%. Donc en fait, vous allez plutôt payer 47,2% d'impôt sur chaque euro touché. Je parle bien de chaque euro touché parce que ce n'est pas les euros dans votre poche, hein. Avec ces euros, vous devez aussi rembourser le prêt et payer les charges d'exploitation. Donc ça peut être une véritable catastrophe si ce n'est pas pris en compte au début et si on n'y fait pas attention. Heureusement, avec la location meublée, donc vous avez les régimes LMNP ou LMP, à vous de vous renseigner, vous verrez facilement sur internet, on trouve beaucoup d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir amortir le prix du bien, donc 58 000 € sur 30 ans. Ça va vous créer du déficit. On va aussi pouvoir amortir la valeur des travaux, ça c'est pareil en location nue. On va pouvoir amortir la valeur des frais de notaire, les frais de dossier et les frais de mobilier. D'où l'intérêt en fait de mettre le paquet en fait dans les travaux, dans le mobilier. C'est de l'argent dépensé que vous ne paierez pas en impôts. D'accord ? Mieux vaut donc avoir un bien rénové dans un état neuf et de ne pas payer d'impôts que avoir un bien délabré où vous payez un maximum d'impôts. Ok, donc je ne vais pas parler plus longtemps de la fiscalité, mais vraiment renseignez-vous sur la location meublée. Pour la location courte durée, c'est automatique, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il ne faut pas oublier, je l'ai dit, donc, la vacance locative. La vacance locative, donc votre appartement ne sera pas loué tous les jours de l'année, encore plus en location courte durée. Donc, si je pars sur un ratio de location de 22 à 23 jours par mois, tous les mois, j'arrive à un ratio de vacances de 22 à 23%. Donc, automatiquement, dans mon calculateur, eh ben, mes loyers vont être diminués de 23% automatiquement. C'est une sécurité aussi à prendre de votre côté parce que certains pourraient prendre une vacance locative plus élevée, hein, pour avoir plus de sécurité encore. Mais c'est vraiment une sécurité, hein, vous n'arriverez pas à louer tous les jours votre chambre. Même si on part sur des locations à la semaine, eh ben, il suffit qu'une semaine ne soit pas prise et vous perdez une semaine entière. Donc ça va très vite. Ok, on va passer partie charges déductibles. Donc des frais de gestion aussi. Les frais d'agence pour une location Airbnb. Effectivement, il y a beaucoup de tâches quand on fait de la location Airbnb, que ça soit pour rédiger l'annonce, ça j'ai envie de dire on le fait une fois, mais aussi répondre aux questions des futurs locataires. Vous savez, les petits chats, il faut répondre de manière très rapidement pour valider la location. Il y a aussi le déplacement, l'état des lieux, le nettoyage de l'appartement, le nettoyage du lit, etc. Donc les frais d'agence, on appelle ça une conciergerie pour de la location courte durée et elles vont être au moins de 15%.
renseignez-vous s'il y a des conciergeries à Dijon. Regardez les prix pratiqués, vous verrez, on ne doit pas être très loin. Il va falloir rajouter aussi 3% sur les frais de la plateforme. Pour Airbnb, c'est 3%, c'est pour ça. Booking, je ne sais pas, renseignez-vous. Mais je les rajoute aussi dans les frais de gestion. Par contre, normalement, il n'y a pas de frais d'entrée-sortie. Vérifiez bien auprès de la conciergerie. Ensuite, on a la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, il faut les demander vraiment au propriétaire parce qu'elles varient vraiment entre deux immeubles et deux quartiers différents. Est-ce que dans l'annonce, on avait cette information? On avait une taxe foncière de 430 € et des charges de copropriété seulement de 22 € par mois. Waouh, c'est très faible. Je vais noter. La taxe foncière est aussi assez faible, mais en même temps, on a un petit appartement. Et les charges de copropriété, 22 € par mois, ça nous fait 220 plus 44, 264. Alors, il faut savoir ce qu'il y a dans les charges de copropriété, parce qu'en général, c'est au minimum 100 €. 264 €, c'est vraiment très très faible. Ça va vraiment booster notre cash flow, ça va être incroyable. Donc je disais, il faudrait demander et savoir ce qu'il y a dans les charges de copropriété. Dans certains immeubles, vous avez tout compris, l'eau, l'électricité, le chauffage. Là, je pense qu'il n'y a rien du tout de compris à ce prix-là, honnêtement. Après, c'est peut-être géré par les propriétaires, du coup, ça réduit les frais. Le syndic est géré par des propriétaires. À voir ce qui est compris dedans. Vous allez aussi avoir les réparations, les futures réparations, que ce soit changement de mobilier, changement de douche, même si j'espère que ça n'arrivera pas souvent, mais réparation sur des fuites d'eau, etc., etc. Moi, je prends un demi-mois de loyer, donc ici, 550 €. Je peux vous assurer que ce budget part chaque année. Ça va très vite. On va avoir aussi l'assurance propriétaire non occupant, et là, pour 100 €, je pense que ça sera très bien, une assurance à 100 € pour assurer un petit studio. N'oubliez pas aussi de demander le règlement de copropriété pour savoir si la location courte durée est interdite et pour connaître les autres règles de la location courte durée, les autres règles de l'immeuble, tout simplement. Ok, donc là on n'a pas enlevé 30% de manière arbitraire, on a pris des charges beaucoup plus précises et beaucoup plus concrètes. Donc on a des premiers rendements bruts et rendements nets qui ont l'air très bien, très bons. Alors, mais nous, le plus intéressant, comme je le dis, c'est vraiment le cash flow. Savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche tous les mois ou si vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois. Donc là, on a un cash flow de 200 € par mois. C'est moins que dans l'étape 5, mais là, forcément, on a pris en compte la vacance locative et des frais de conciergerie qui sont assez élevés. Ok, mais 200 €, c'est déjà super, je le répète, on a un bien qui va se payer tout seul de 50 000 € qui va rentrer dans notre patrimoine. Et tous les mois, on augmente de 200 € nos revenus. En plus, avec 200 € de cash flow, il n'y a pas de raison, la banque va vous prêter. Et vous allez aussi pouvoir acheter un deuxième, un troisième, un cinquième bien. Enfin voilà, multiplier les achats et les investissements immobiliers. Donc c'est une super bonne nouvelle. Si vous habitez à Dijon, je suis content. Je vais enregistrer ce scénario. En plus, on n'a même pas encore négocié. Donc comment on peut faire pour augmenter ces chiffres et ce cash flow? Comme je le dis depuis le départ, c'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire. Donc essayez de réduire le prix d'achat, c'est la meilleure solution. Vous allez me dire oui, mais le bien est déjà affiché assez bas, il est peut-être déjà en dessous du prix du marché. C'est peut-être vrai. Cependant, sachez qu'un bien annoncé déjà bas a plus de chances d'être négocié encore à la baisse. Pourquoi? Parce que le vendeur
est plus en position de baisser son prix parce qu'il a déjà mis son bien pas cher pour le vendre. En fait, le vendeur a envie de vendre, c'est un vendeur motivé pour vendre. La preuve, il a mis son bien déjà en dessous du prix du marché. Donc c'est un signe aussi qu'il est pressé de vendre. On ne sait pas pourquoi, il faudra lui demander la question, mais peu importe, il a besoin de vendre rapidement. Du coup, il va être plus susceptible de baisser son prix encore et encore. Au pire, il y a des dizaines de bonnes affaires qui se font à Dijon tous les jours, j'en suis certain. Donc si ce n'est pas ce bien, négociez un autre, et vous aurez peut-être 10 refus, mais à la 11e négociation, ça passera peut-être. Donc c'est à vous de raisonner comme ça, hein. C'est vraiment à vous de fixer le prix et non au vendeur de fixer le prix. Donc on va dire qu'on négocie, allez, 5 000 euros. Hein. Déjà, même si vous négociez que 1 000 euros, demandez-vous aussi en combien de temps vous avez gagné 1 000 euros. Donc si vous gagnez 1 000 euros en 1 heure de négociation, vous avez gagné votre journée, voire votre semaine, voire votre mois. Donc là, on va partir sur une petite négociation de 5 000 euros. Et on va enregistrer le scénario. Ensuite, on pourrait jouer sur la durée du prêt. Mais bon, nous, on est quand même sur une petite somme empruntée, donc je vais rester sur 20 ans. Alors, après, on pourrait jouer sur le taux forcément du prêt, à savoir qu'il est plus intéressant de faire baisser le taux d'assurance de 0,1 point que le taux nominal du prêt. Pourquoi ? Parce que le taux de l'assurance se base sur le montant total emprunté, donc ça ne varie pas, pendant 20 ans ça ne varie pas, alors que le taux nominal se base sur le capital restant dû. Et comme vous remboursez année après année le capital restant dû, eh ben, le montant des intérêts baisse et du coup il est plus intéressant de faire baisser le taux de l'assurance crédit. Ça, c'était une petite astuce. Ensuite, eh ben, on pourrait faire une estimation avec un loyer un petit peu plus haut, hein. On avait dit qu'on était parti sur 37 euros. On peut partir sur 40 euros pour faire une simulation. Donc 40 euros x 30, ça nous fait du 1200 euros. Alors ça n'a pas l'air énorme comme ça, d'augmentation, hein, mais on va voir que le cash flow quand même va être bien plus avantageux avec un loyer plus élevé. C'est la clé, hein, forcément. Donc je vais mettre loyer 40 euros. Ok. Après, je ne suis pas forcément pour réduire les frais d'agence parce que ça prend du temps, énormément de temps. Comme je l'ai dit, répondre aux questions sur le site Airbnb, se déplacer, changer les draps, nettoyer, etc. Cependant, pour ceux qui voudraient démarrer sans conciergerie, c'est possible, hein, on pourrait faire le calcul. Cependant, prenez-le en compte quand même parce qu'on ne sait pas. Peut-être que dans 5 ans, vous en aurez marre de vous en occuper, de passer tous vos week-ends à gérer votre bien. Donc prenez-le quand même en compte dans vos calculs, hein. On ne sait jamais dans le futur. Par contre, je peux vous montrer une estimation avec des charges de copropriété plus élevées. Pour vous faire prendre conscience de l'importance des charges, je vais augmenter les charges de copropriété de 1 000 euros par exemple. Donc forcément on aura un moins bon cash flow, mais c'est important de comprendre la différence. Vous voyez, 40 euros. Ok. Donc on va comparer les scénarios entre eux. Donc le cash flow, le plus important. Donc j'ai plein d'autres éléments dans mon fichier Excel, hein. J'ai les rendements, etc. Cependant, nous on va regarder le cash flow, c'est le plus important, vous le savez. Alors le premier scénario, on voit qu'on avait déjà un très bon cash flow d'environ 200 euros.
hein, c'est quand même une très bonne affaire de base. Il y a peu d'investisseurs qui arrivent à avoir du cash flow. Ça, c'est aussi parce qu'on a fait de la location courte durée, hein. On aurait loué en location classique. D'ailleurs, il le disait dans l'annonce, c'était loué 400 € par mois. Jamais on n'aurait eu de cash flow. Vraiment en transformant le bien. Après, on a négocié 5 000 € et on a quand même 27 € en plus tous les mois. Donc 27 € de plus tous les mois pendant 12 mois pendant 20 ans, ça fait quand même une certaine somme. Ensuite, si on augmente le loyer à 40 €, eh ben on passe de 227 € à 284 €. C'est quand même pas négligeable. Et après, un exemple un peu moins cool pour notre étude, mais qui est vraiment un pur exemple, c'est si on augmente les charges de 1 000 €, eh ben on passe de 284 € de cash flow à 216 € de cash flow. Donc d'où l'importance de maîtriser ces charges et d'avoir un bien avec peu de charges, comme c'est le cas ici à Dijon. Donc voilà, vous avez pu un peu comprendre le déroulement et la sélection d'un bien pour trouver un bien rentable et avoir du cash flow. Donc on transforme le bien, on augmente ses loyers et après, en général, le cash flow vient tout de suite, mais on peut aussi bien sûr négocier, ça c'est très important, augmenter la durée du prêt, augmenter les revenus des loyers, ça c'est une des bases aussi, et aussi avoir le moins de charges possible. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir des biens rentables. On aurait pu aussi faire d'autres exemples avec de la colocation ou un immeuble de rapport ou même de la division. Pourquoi pas? Je pense que si vous êtes intéressé pour investir à Dijon, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance pour faire ces études. Vous pouvez télécharger mon fichier Excel que j'utilise pour faire vos propres calculs de rentabilité, c'est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Je vous parlais à un moment du bon vendeur, le vendeur qui sera prêt à faire baisser son prix, et ben j'en parle dans ce guide immobilier dans la description de cette vidéo. Si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, ben, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est plutôt ici. Et ben moi je vais vous souhaiter de très bons investissements à Dijon parce qu'il y a de quoi faire honnêtement. Vous êtes plutôt bien tombé si vous êtes Dijonnais ou dans la région. Et donc de bons investissements à Dijon mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine.